Alors nous sommes toujours en direct du 4e forum Entreprendre dans la culture en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, organisé ici au théâtre Joliette à Marseille. Et ce matin avait lieu un atelier sur les nouveaux modèles de la culture, animé et organisé donc par Fabrice Jallet de l'IRMA. Donc Fabrice, vous êtes responsable du pôle musique et innovation de l'IRMA. Steven Hearn, pardon, vous êtes président de Saint-Io. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors pour revenir un petit peu sur les échanges que vous animiez ce matin, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le numérique a impacté l'économie de la culture ces 25 dernières années? Le numérique, il a impacté l'économie de la culture, mais il a impacté la société, les sociétés. Évidemment, la culture étant extrêmement liée aux sociétés, évidemment, la culture s'est retrouvée impactée. Alors évidemment, on peut citer plusieurs gros impacts, les moteurs de recherche, évidemment, les réseaux sociaux. On pense presque plus à les citer, mais évidemment aussi toutes les marketplaces. Aujourd'hui, on achète ses concerts directement avec son mobile ou bien avec son ordinateur. Enfin voilà, le numérique a transformé, on va dire, beaucoup de nos usages. C'est là où c'est le plus important. Et puis il transforme également les usages professionnels, c'est-à-dire l'ensemble des métiers qui eux aussi peuvent s'équiper avec des outils pour faire différemment, pour faire peut-être parfois plus efficacement, essayer de supprimer des tâches ingrates et rendre le travail plus plaisant et plus efficace. Steven, comment le numérique vous a-t-il impacté, influencé dans votre parcours d'entrepreneur culturel? Je crois que j'y ai jamais réfléchi, mais c'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, quoi. Enfin, on le fait, c'est là, c'est présent. Moi, je ne suis pas un digital native, donc c'est un outil qu'il a fallu apprivoiser. Ce qui est fascinant, par contre, dans les nouvelles technologies et ce que ça a pu apporter dans le champ de l'entrepreneuriat, c'est que ça a complètement fait éclater toutes les barrières, que ce soit les dimensions temporelles, les dimensions spatiales. Tout d'un coup, un club de 10 personnes pouvait devenir un club de 10 000 personnes. Une information qu'il fallait flyer, tout d'un coup, elle peut se retrouver à plein d'endroits à la fois. Et donc, ça a été un formidable accélérateur. Et alors ça, pour le coup, c'est plutôt la première vie pour moi du numérique, celle qu'on a vécue dans les années 80, 90, enfin 90 plutôt et 2000, avec l'arrivée des réseaux sociaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que c'est plus complexe. Il va falloir à nouveau regarder ça de plus près, c'est-à-dire c'est la puissance des algorithmes couplés à l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, je pense qu'il va falloir être peut-être un peu plus vigilant. Et alors vous avez aussi parlé, tout à l'heure vous avez dit que le numérique n'était pas tant une révolution qu'une évolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce propos? En fait, je crois, moi des révolutions ou des évolutions, j'en ai pas connu tant que ça, mais quand on regarde l'histoire sur plusieurs siècles, effectivement, nos histoires humaines, nos histoires sociétales, en fait, ont été souvent scandées par des révolutions d'ordre technologique ou technique, on va dire plutôt technique, et puis ensuite technologique. Et je me dis qu'on est peut-être un peu au même moment que l'imprimerie ou à l'invention de l'électricité, quoi. Ce qui a peut-être changé, c'est on a peut-être fabriqué un outil qui a plus que d'autres la capacité de nous échapper ou nous échapper un peu. Et c'est pas sûr qu'effectivement, s'il n'est pas aujourd'hui politiquement contrôlé, il ne nous échappe pas éthiquement, quoi. Fabrice, est-ce que vous qui avez animé donc, la rencontre, est-ce que finalement on est arrivé à la conclusion que le numérique créait de nouveaux modèles? Quels sont ces nouveaux modèles? On en a abordé quelques-uns. Le numérique, il peut permettre de créer de nouveaux modèles. On pourrait transposer le monde analogique dans le numérique. Après, est-ce que ce serait fondamentalement intéressant? Non, parce que je pense qu'on peut aller interroger, que ce soit les publics, les professionnels, que ce soit des producteurs, des diffuseurs. Ils n'étaient pas forcément tous satisfaits de la manière dont le monde analogique était structuré. Si on regarde d'ailleurs et qu'on interroge les artistes, ils ont tous envie de se réapproprier ou de s'approprier peut-être pour la première fois l'ensemble de leur chaîne aussi, grâce à des solutions par exemple, ce qu'on pourrait appeler direct to fan, de pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer et aussi de construire leur projet en autonomie, ou en tout cas d'avoir une place qui est plus importante dans le processus de décision, dans la manière dont leur art va à la fois être produit, puis distribué, et puis sur les relations qu'ils veulent entretenir avec leur public. Et alors le numérique impacte les usages, mais aussi les financements. Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu incontournable d'hybrider ces financements? Oui. Non, il n'y a pas le choix. Effectivement, il n'y a pas le choix. On n'est pas autant qu'on pourrait croire dans une transformation de l'économie culturelle qui va tout d'un coup du public au privé,
d'un financement de mécènes ou de sponsors vers des autofinancements plus commerciaux et tout. On est vraiment en fait dans une multiplicité de modèles et en vrai je crois que ça a toujours existé, hein. C'est le potard, c'est le curseur qui aujourd'hui peut bouger et qu'il faut en fait ajuster. Mais en fait on a toujours besoin d'argent pour innover, pour créer. Plus encore, enfin, surtout dans le domaine de la création artistique, on a besoin de moyens. Et donc, quand le produit ou le service qu'on développe ne le produit pas immédiatement, il faut bien qu'il soit soutenu d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il y a des formidables outils. Je pense à l'IFSIC, je pense à la BPI, je pense effectivement quand même à des fondations et à d'autres mécènes. Tu as cité d'ailleurs l'intelligence artificielle et la blockchain. Enfin, là aujourd'hui, le gouvernement a annoncé aussi des investissements massifs dans ces technologies. Sûrement parce que l'échec du Minitel fait qu'on n'a pas envie de rater les futures évolutions. Voilà, Internet a surtout profité pour l'instant aux géants de la Silicon Valley et également aux géants chinois. Voilà, quelle est la place de l'Europe, quelle est la place des individus, des professionnels. Ça aussi, c'est des questions importantes et on sait très bien que les technologies ont besoin également d'un financement de la recherche qui en général passe par un financement de la recherche publique. Donc il faut soutenir la recherche publique parce que c'est grâce à elle ensuite qu'on arrive à faire de la recherche de procédés, que ce soit dans le reste de l'économie ou dans l'économie culturelle. Steven, une réaction? Oui, en fait, je ne voulais pas rebondir forcément sur l'intelligence artificielle, mais je te suis. Non, je pense qu'il y a une chose qui a aussi peut-être changé, c'est la question en aplatissant un peu les hiérarchies dans les entreprises, en permettant des collaborations beaucoup plus rapides, des fonctionnements quasiment en nuée d'oiseaux ou en banc de poissons. Je pense qu'on a un outil qui permet peut-être une plus grande mutualisation et collaboration ou coopération. Et ça, c'est peut-être une chose assez intéressante. On le voit dans l'avènement de lieux qui existent quand même depuis un moment, mais qui voient un fort développement aujourd'hui, qu'on appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire le rassemblement de ces petits poissons qui veulent fonctionner en banc sur des territoires circonscrits. Donc là, il y a peut-être quelque chose que les nouvelles technologies ont impulsé aussi, quoi. Et se rattacher donc à la nature, que ce soit par biomimétisme ou simplement parce que ce sont des outils puissants, des outils qui ne sont pas virtuels. Le numérique, c'est des serveurs, c'est des programmes, c'est des développeurs, c'est des usages, c'est des individus et des humains. Et puis tout un monde voilà, qu'il faut aussi prendre en compte dans le développement de ces techniques. Pour terminer, je voudrais vous poser une question qui était un petit peu en filigrane aussi de tout cet échange. Est-ce que être entrepreneur, c'est réinventer son propre modèle en permanence? Il faut demander à l'entrepreneur, mais... Oui, sinon il meurt. Oui, enfin, les entrepreneurs, enfin, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que à partir du moment où ils arrivent à se saisir un petit peu de ce rôle d'entrepreneur, en général, ils essaient de maîtriser. Et donc, même quand ils ne savent pas, ils cherchent l'information, ils cherchent les bons outils, puis ils essaient de contrôler tout ça. Voilà, il y a vraiment une dynamique d'empowerment qui se joue et c'est peut-être le réflexe le plus important que doivent aujourd'hui avoir certains professionnels de la musique, voire tous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Je vous souhaite un excellent forum et je vous dis à très bientôt. Au revoir.